nous répète depuis toujours que la démocratie repose sur la majorité. Mais si l'on gratte un peu la surface, on découvre un paradoxe inquiétant. Cette fameuse majorité est instable, malléable et souvent manipulable. Comment un conglomérat de volontés individuelles, parfois ignorantes, parfois influençables, pourrait-il décider du destin d'une nation entière ? Entre illusion, manipulation et contradiction, la démocratie moderne cache des failles profondes que presque personne n'ose regarder en face. Andati. Les images que vous verrez dans cette vidéo sont des illustrations symboliques utilisées uniquement pour faciliter la compréhension de certaines idées ou récits. Elles ne représentent en aucun cas les prophètes, les compagnons, ni les pieux prédécesseurs. Conformément à la sunna authentique, il est interdit en islam de représenter ces figures nobles, que ce soit par des dessins, des images ou toute autre forme visuelle. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous pardonner et de nous préserver du blâmable. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. On entend souvent que la démocratie repose sur la majorité du peuple. Mais si l'on examine de plus près cette notion, on découvre qu'elle est en réalité extrêmement malléable et manipulable. La notion abstraite de peuple elle-même est soumise à une telle variabilité qu'elle rend le système profondément instable. Cette majorité n'est pas régulable. Son caractère insaisissable et imperceptible rend illusoire toute prétention à gouverner selon sa volonté. Goethe, le célèbre poète allemand, avait parfaitement décrit cette complexité. Rien n'est plus contraire que la majorité, car elle se compose d'un petit nombre de meneurs énergiques, de coquins qui s'accommodent, de faibles qui s'assimilent, et de la masse qui suit Caïn Kaha, sans savoir le moins du monde ce qu'elle veut. Comment donc accorder à un tel conglomérat de volontés individuelles, instables et limitées, le pouvoir de décision sur le devenir d'une nation entière ? Où est la démonstration rationnelle et compréhensible par tous qui prouverait que l'avis de la majorité serait toujours le meilleur ou même le moins mauvais ? Daniel Ben Saïd, penseur trotskiste contemporain, écrivait « Le nombre n'a rien à voir avec la vérité. Il n'a jamais valeur de preuve. » Mais ce constat n'est pas limité à un seul courant de pensée. Le monarchiste conservateur Charles Maurras soulignait il y a un siècle « Seule la barbarie peut faire confiance aux solutions des majorités et du nombre. La civilisation fait intervenir aussi souvent que possible le discernement de la vérité, le culte du droit. Ainsi, que l'on se tourne vers la pensée marxiste ou monarchiste, on constate qu'il est difficilement concevable de considérer la majorité comme un pilier fiable de la démocratie. Pourtant, cette idée est centrale dans les philosophies qui fondent la démocratie moderne, rationalisme, humanisme, positivisme, matérialisme. Ces philosophies rejettent les révélations issues d'autres croyances et pourtant elles substituent leurs propres croyances en la majorité. En réalité, la majorité en politique n'a rien de mathématique. Il ne s'agit pas d'additionner des compétences individuelles, mais plutôt de les diviser par le nombre de citoyens constituant le peuple. Plus le nombre de citoyens est important, plus cette division tend mathématiquement vers zéro. Rousseau lui-même le précisait, son modèle ne peut fonctionner que dans de petites communautés, comme les cités-États antiques, où une seule place publique pouvait réunir tous les citoyens. La viabilité de la majorité serait donc inversement proportionnelle à la taille de la population. René Guénon confirmait ce constat. L'avis de la majorité ne peut être que l'expression de l'incompétence. Ce qui frappe, c'est que ce n'est pas tant l'incompétence des citoyens qui est en cause, mais celle du système démocratique lui-même, qui place au centre du pouvoir une majorité dépourvue d'expertise,
de discernement et de connaissance, et dont la seule qualité reconnue est le nombre. Cette légitimité n'a jamais été prouvée. Elle repose sur une croyance irrationnelle, contradictoire avec les principes des Lumières et de la raison. Alain Badiou, philosophe contemporain, le dit clairement: « Je dois vous dire que je ne respecte absolument pas le suffrage universel en soi. Cela dépend de ce qu'il fait. Le suffrage universel serait la seule chose qu'on devrait respecter indépendamment de ce qu'il produit. Et pourquoi donc ?» Cette critique révèle une incohérence fondamentale. Soit le suffrage universel est légitime de bout en bout, soit il ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, le système démocratique se retrouve face à une impasse. Comment prétendre gouverner de manière sage, rationnelle et efficace en s'appuyant sur une majorité incapable de posséder l'expertise nécessaire pour juger des affaires publiques ? Walter Lippmann, journaliste, écrivait: « Quand on se souvient que le public est fait d'hommes très occupés qui consacrent environ une demi-heure par jour à la lecture de leur journal, ce n'est pas faire preuve de cruauté mais de simple prudence que de prévoir qu'ils ne pourront jamais rendre justice aux détails des affaires. Aujourd'hui, cette situation s'aggrave. Les citoyens passent en moyenne plus de 3 heures par jour devant la télévision, qui, bien souvent, ne nourrit pas l'esprit critique mais participe à la manipulation des consciences. Jacques Ellul rappelle que pour participer efficacement à la vie politique, il faut être compétent. Or, la majorité ne l'est pas. La démocratie, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, repose donc sur une contradiction profonde. Elle accorde le pouvoir à une majorité incapable de juger des affaires publiques avec compétence et discernement. Et pourtant, c'est cette majorité qui définit les choix et l'avenir d'une nation entière. Et c'est justement là que la démocratie montre ses limites. Même la compétence et la sagesse se heurtent aux passions de la majorité, et ce conflit constant entre intérêt public et volonté populaire définit en réalité tout le paradoxe de ce système. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Dans une démocratie, même la compétence peut devenir contre-productive. Pourquoi ? Parce qu'une personne compétente risque de ne pas être entendue ou d'être inefficace face aux passions de la majorité. Parfois, même les compétences les plus solides se retrouvent totalement inopérantes. James Madison, l'un des pères de la Constitution américaine, l'expliquait ainsi. « Si chaque citoyen d'Athènes avait été un Socrate, chaque assemblée athénienne aurait été malgré tout une cohue. » Même la sagesse et la compétence ne suffisent pas à imposer la raison quand le collectif est dominé par l'émotion. Le système démocratique entretient une illusion auprès des citoyens. Il leur fait croire que chaque individu a un vrai pouvoir et que la majorité représente forcément l'intérêt général. Mais cette illusion crée des tensions avec la réalité. André Tardieu, politicien français, disait « Dans presque tous les votes, un débat cornélien peut s'ouvrir entre ce qu'exige l'intérêt public et ce que commande l'intérêt électoral. Ce dilemme n'est pas seulement théorique, il montre que la démocratie, telle qu'on l'imagine, ne résiste pas toujours à sa mise en pratique. Il faut parfois une foi aveugle dans le système pour maintenir cette illusion. Cette impasse impose un choix difficile. Soit on accepte de suivre la majorité aveuglément, en considérant sa volonté comme sacrée, comme le demande la religion-démocratie, soit on décide de privilégier l'intérêt réel de la nation en écoutant les décisions réfléchies des experts. Ce choix entre l'intérêt public et l'intérêt électoral est un paradoxe central de la démocratie. Le général de Gaulle l'a résumé ainsi. Il n'est pas possible de se faire élire sur un programme et de l'appliquer, car le choix est simple, où l'élu trompe ses électeurs, où il trompe l'intérêt du pays. Luc Ferry, philosophe et ancien ministre, illustre aussi ce paradoxe en se posant cette question. Comment gouverner les démocraties s'il faut être populaire pour être élu et impopulaire pour réformer ? Cela montre le malaise permanent des démocraties. Quand la raison de l'intérêt public ou national s'oppose à la volonté populaire, la majorité l'emporte souvent
même si cela va contre le bien commun. L'histoire des démocraties est ponctuée de ce genre de rendez-vous manqués entre ce que la volonté générale désire et ce que l'intérêt public exige. Et ce problème devient encore plus visible lorsque la majorité doit faire face à des crises politiques ou sociales importantes. Walter Lippmann, intellectuel et journaliste, a décrit ce paradoxe en disant « Les problèmes frustrants de la démocratie sont justement ceux qu'on ne peut pas résoudre par des principes démocratiques. » Autrement dit, certains problèmes dépassent les capacités du système démocratique lui-même. Dans une société stable et bien organisée, ce problème se ressent moins. Quand l'économie et le social sont régulés et que le système de redistribution assure un minimum de satisfaction pour chacun, les tensions restent limitées. Mais dans des crises économiques ou sociales persistantes, le peuple, censé être souverain, se rend compte qu'il est en réalité très dépendant. La majorité devient alors artificielle, construite statistiquement, sans réelle cohésion ni esprit collectif. Chacun cherche à protéger sa propre situation. Lorsque disparaissent les avantages de l'État-providence, les citoyens découvrent soudain leurs vraies conditions. Derrière l'apparence d'individus libres et socialisés, ils sont dépendants. Leur liberté de choix a été conditionnée et limitée. Les élites, qu'elles réussissent à influencer la majorité ou non, trouvent toujours un moyen de contourner la volonté du peuple. La démocratie, telle qu'on la présente, apparaît alors comme un système plein de promesses, mais qui se heurte constamment à la réalité. Tout cela montre que la démocratie, malgré ses idéaux séduisants, cache de profondes failles, et ces failles ne se révèlent jamais aussi clairement que lorsque la majorité est manipulée, trompée ou incapable de juger correctement, un phénomène que certains dirigeants ont su exploiter avec une efficacité redoutable. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Dans ce débat complexe que Tardieu considérait comme central, il y a un vrai dilemme. Faut-il suivre la majorité par tradition conformiste et pseudo-démocratique, même si cela va à l'encontre du bon sens et de la réflexion, ou faut-il choisir ce que l'intérêt du moment exige réellement ? Et pourtant, certaines personnes passent complètement à côté de ce choix sans se soucier le moins du monde de toutes ces apparences. On peut citer l'exemple de certains professionnels de l'électoralisme comme Georges Clemenceau qui avouait sans la moindre gêne « On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse ». Il n'était certainement pas le premier à agir ainsi, mais il est peut-être l'un des rares à l'exprimer aussi ouvertement. Ainsi, la majorité non seulement est souvent incapable de se prononcer correctement, mais elle peut aussi être facilement trompée et manipulée. Cela accentue encore les paradoxes et les failles d'une utopie déjà fragile. Le système électoral, par sa nature, favorise ces déviances et va à l'encontre des idéaux philosophiques de justice, de morale, de droit et de raison que la démocratie prétend offrir au peuple. Cette double faille est symbolisée par deux constats célèbres. Nicolas de Chamfort disait à propos de la majorité « Il y a des siècles où l'opinion publique est la plus mauvaise des opinions. » Et Ernest Renan ajoutait au sujet même de l'expression de cette opinion « L'élection encourage le charlatanisme. » On revient alors toujours au travers fondamental de la démocratie. Elle tend à créer et à propulser au pouvoir soit une oligarchie de manière quasi automatique, soit, beaucoup plus rarement, un populiste démagogue qui peut se révéler autocrate. Par exemple, Isaac Jacob Crémieux, dit Adolphe, expliquait « Comptez l'argent pour rien, les places pour rien, la popularité pour rien, c'est la presse qui est tout. Achetez la presse et vous serez maître de l'opinion, c'est-à-dire les maîtres du pays. » D'un autre côté, Adolf Hitler, fondateur du nazisme, disait « Si vous désirez la sympathie des masses, vous devez lui dire les choses les plus stupides et les plus crues. » Ces deux hommes, malgré leurs différences apparentes, ont parfaitement compris comment exploiter les failles de la démocratie et les illusions du peuple pour accéder au pouvoir et s'y maintenir.
Leurs résultats peuvent être très différents, mais la logique est identique. Le suffrage universel et les élections, censées refléter l'avis majoritaire dans le cadre démocratique, remplissent en réalité le rôle de l'illusionniste. Comme le dit Guénon, la grande habileté des dirigeants, dans le monde moderne, est de faire croire au peuple qu'il se gouverne lui-même. Et le peuple se laisse persuader d'autant plus volontiers qu'il en est flatté et qu'il est incapable de réfléchir assez pour voir l'impossibilité de la chose. L'opinion de la majorité est supposée faire la loi, mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'elle est très facile à influencer. Avec des suggestions appropriées, notamment par le contrôle des médias dominants, on peut orienter les émotions et provoquer des courants d'opinion allant dans le sens que l'on souhaite. Hayek partage ce désaveu du système électoral basé sur l'utopie de la souveraineté populaire. Le maquignonnage électoral que nous finissons par considérer comme partie intégrante de la démocratie est moralement indéfendable. De là découle tout ce qui, pour l'observateur, apparaît comme méprisable dans l'activité politique. L'erreur en cette matière est en relation étroite avec l'idée fausse que la majorité doit être libre de faire ce qui lui plaît. Après tout cela, comment continuer à croire en la validité de la démocratie ? La théorie semble séduisante et idéale, mais la réalité et la pratique sont très éloignées des fondements philosophiques sur lesquels elle se prétend bâtie. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. La démocratie, telle qu'on nous la présente, séduit par ses idéaux de liberté et d'égalité. Mais derrière cette façade se cachent quand des failles profondes. Une majorité facilement manipulable, des décisions parfois déconnectées de l'intérêt réel, et un pouvoir qui peut glisser entre les mains des plus habiles à exploiter ses faiblesses. Comprendre ces paradoxes, c'est réaliser que le système n'est pas infaillible, et que la réflexion, le discernement et la vigilance restent les seuls remparts face aux illusions du pouvoir populaire. Pour un vrai musulman qui a la foi, la démocratie moderne peut représenter un piège subtil. Elle promet liberté et pouvoir au peuple, mais derrière cette illusion se cachent des manipulations, des majorités influençables et des décisions souvent éloignées de la justice et de la raison. La vraie vigilance consiste à ne pas se laisser séduire par l'apparence du pouvoir populaire, à garder son discernement et à se rappeler que la vraie guidance ne vient que d'Allah. Comprendre ces dangers, c'est protéger sa foi et son engagement envers ce qui est juste, au-delà des illusions du monde. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون